Merci pour votre fidélité à Antenne A. Bonjour et bienvenue dans ce journal matinal. Dans ce journal, nous avons comme invité Patient Kitenge, qui est avocat au barreau du Kwilu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de la première comparution de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, devant la justice. Et pour déjà commencer ce journal, il faut parler déjà de Constant Mutamba, qui est attendu, c'est mercredi 9 juillet 2025 pour sa première comparution publique, on l'a dit, devant la Cour de cassation précisément. Il devra répondre des accusations de détournement de fonds publics s'élevant à 19 millions de dollars américains. Les commentaires avec Yvon Kanda. L'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba comparaît ce 9 juillet en homme impliqué pour détournement présumé des fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Ces dossiers fait couler encre et salive, dont le peuple congolais pense que Constant Mutamba est innocent et victime de l'acharnement des prédateurs et des mafieux du système. Voyant leur fin sonner avec l'avènement de ces jeunes intrépides à la tête de la justice congolaise pour une réparation de plusieurs bévues dans ces secteurs, le seul moyen était celui de les sacrifier sur l'autel des intérêts mesquins. La carte a tourné avec la bénédiction de l'Assemblée nationale qui a autorisé l'ouverture de l'instruction judiciaire à l'endroit de l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux. Une démarche différente à la procédure judiciaire qui exige la démission d'un membre du gouvernement à l'immédiat. C'est comme ça que la Cour de cassation a ouvert en instruction les dossiers pour entendre Constant Mutamba. À en croire, il y a lieu de reconnaître qu'il y a eu des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, les transits des fonds d'un compte public vers un compte privé avant que cela ne soit intercepté par la CNRF. Il est vrai que Constant Mutamba n'a perçu aucun centime dans cette affaire, mais ayant mal procédé, voilà les déboires. Entre-temps, une bonne frange de la population demande au président de la République de s'y investir pour une justice équitable à ces dossiers, sinon perdre Mutamba est une erreur par les temps qui coulent dont la République a plus besoin de gens comme Kayikwamba Wagner, Constant Mutamba, Doudou Fwamba et les autres. Voilà, je reviens à vous, Patient Kitenge, avocat au barreau du Kwilu, pour parler de Constant Mutamba. Est-ce que jusque-là, la procédure a été légale? Merci. Donc, je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent à ce moment, depuis le début de cette procédure qui a été déjà commencée par le PG, je crois que le PG avait saisi l'Assemblée nationale sur base des articles qu'on doit le pouvoir d'aller entamer cette procédure. Je crois que l'article 166 alinéa D, voire même l'article 80 de la procédure devant la Cour de cassation. Et c'est sur base de ça qu'il avait saisi l'Assemblée nationale pour quand même obtenir l'autorisation d'instruction de ce dossier. Et après avoir fait les investigations plutôt sur ces dossiers, je crois que le PG avait aussi à nouveau revenu encore pour saisir l'Assemblée nationale pour quand même cette fois-ci avoir l'autorisation de la mise en accusation, parce qu'il avait déjà constaté que dans ces dossiers, il y avait vraiment des éléments très sérieux de culpabilité qui attestent réellement que la personne poursuivable vraiment la personne poursuivable que les éléments sont vraiment probants. Voilà, qui est Constant Mutamba. Est-ce que à quoi faudrait-il s'attendre précisément, Constant Mutamba? Est-ce que la sentence sera prononcée les mêmes jours? Non, je ne pense pas, parce que je crois que la procédure commence aujourd'hui. Je crois dans quelques heures que la procédure va débuter au niveau de la Cour de cassation. Donc aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord attendre. On commence d'abord sur la mise en accusation, on appelle ça l'examen avant l'examen au fond. Cela veut dire qu'on va d'abord commencer à l'identification, d'abord de prévenir la personne qu'on a déférée devant la Cour de cassation. Et il y aura aussi la phase d'instruction. Et donc, je crois que ça va vraiment se passer progressivement, parce que ce n'est pas les mêmes jours qu'on va vraiment prononcer l'arrêt de la Cour de cassation. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu le procès Matata. Est-ce que, d'après la loi, Constant Mutamba risque-t-il la même peine que Matata Ponyo? Déjà, il faut savoir ceci. Et toute personne poursuivie d'abord pour les infractions de détournement, leur peine, la peine prononcée, elle est la peine des travaux forcés. Donc c'est à ce titre-là. Mais il doit maintenant se poser cette question, une difficulté au moment de se prononcer de cette peine de travaux forcés. Vous savez déjà en droit congolais, la peine de travaux forcés, elle est prononcée, mais la loi n'a pas prévu les modalités de son exécution.
Donc il y a vraiment un moratoire jusqu'à nos jours. Il n'y a jamais eu une ordonnance du chef de l'État ou un acte réglementaire pour réglementer cette matière à ce qui concerne son exécution. Donc même si aujourd'hui il est arrivé que Moutamba est condamné, on ne peut pas procéder par un mandat de prise de corps pour qu'il soit quand même transféré au niveau de la supercar. Okay. Donc ça pose déjà un problème sur le plan du droit. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un acte qui peut venir quand même pour définir des modalités de son exécution. Et c'est qu'à ce moment-là que nous pouvons quand même dire que non, voilà, la peine est prononcée et puis exécutée. Voilà. Et qu'est-ce qui se passera au cas où Constant Moutamba serait reconnu non coupable? Est-ce qu'il va retrouver sa fonction de ministre de la Justice? Effectivement, il va réintégrer encore à nouveau dans sa fonction du ministre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment incident à ce stade-là et tout. Donc, une fois qu'il est reconnu non coupable devant la Cour de cassation, cette fois-ci, il n'y a même pas question même de s'embrouiller parce que la procédure est tellement claire. Donc, il va juste revenir de sa fonction étant ministre de la Justice. Donc, pour l'instant, la fonction du ministre, elle est suspendue, momentanée. Le temps qu'il puisse d'abord régulariser avec la justice et après avoir régularisé avec la justice, si il se sent qu'il arrive peut-être qu'il est condamné, je crois qu'il y a toujours une possibilité, parce que vous savez déjà, je vais quand même relever que la Cour de cassation, c'est gens en premier et en dernier ressort. Et cela veut dire que cet arrêt ne peut pas quand même recevoir un recours. Donc, il est rendu en dernier ressort. Voilà. Donc, mais s'il est condamné, s'il est condamné aujourd'hui, ou soit après quelques jours, après avoir fini l'audience ou le procès, la seule possibilité que la Cour peut revenir sur l'arrêt qu'il avait prononcé, on évoque l'hypothèse de la révision, et sur base de la révision qu'on peut quand même réviser l'arrêt qui a été rendu la décision. Alors, il y a une question que de nombreux observateurs se posent également. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait tenter de croire que Moutamba est victime d'une justice qu'il a voulu guérir? Vous savez, d'abord sur le plan politique, Moutamba, d'abord c'est, je crois qu'il y a c'est ce qui se dit d'abord dans la rue. Hein. Et donc, si Moutamba aujourd'hui, il est déféré, je crois que parce que Moutamba avait posé des actes vraiment révolutionnaires, révolutionnaires. Il voulait vraiment rendre une justice stable et puis une justice équitable. Et donc, voilà, en posant ces genres d'actes, je crois qu'il a été confronté par certains ennemis au niveau de la République. Et voilà pourquoi. Parce qu'il y a eu des réformes. Donc il a été victime. Il a été victime. Vous savez qu'il a osé même de ramener quelques réformes au sein de la justice. Mais voilà, il y a eu des réalités sur le plan politique. Aujourd'hui, il se retrouve vraiment victime par rapport à ce qu'il a apporté au niveau de ce ministère de justice. Alors, il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, un réquisitoire au niveau de l'Assemblée nationale, à part celui de Moutamba, il y a eu celui de Nicolas Kazadi. Pourquoi il n'y a pas eu autorisation de poursuite contre Nicolas Kazadi, mais il y en a eu avec Constant Moutamba? Déjà, il y a une distinction, parce que Moutamba est poursuivi pour détournement de fonds de l'État. Et par contre, Nicolas Kazadi, l'honorable Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, est poursuivi pour les faux bruits. Donc, ce sont d'abord des infractions distinctes sur le plan pénal. Donc, quand on a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruction de son dossier, bon, je crois que les parlementaires, ils ont examiné, ils n'ont pas vraiment trouvé l'opportunité de poursuite. Donc, le défaut serait dans le réquisitoire du procureur. Il y a peut-être, oui, il y a peut-être la... Non, ce n'est même pas le défaut au niveau du procureur. Ce sont maintenant les parlementaires qui décident à ce moment-là. Ils n'ont pas vraiment trouvé vraiment l'importance de poursuivre l'ancien ministre parce qu'il a été pour faux bruit. Pour faux bruit. Parce que le procureur a adressé un réquisitoire par rapport au faux bruit et non au détournement. Non, parce que dans son dossier de détournement, il faut que je puisse quand même éclairer la lanterne par rapport à cette incidence. Cela veut dire que les dossiers de l'ancien ministre de la Justice a été déjà clôturé sur l'infraction de détournement. Okay. On ne peut pas quand même revenir encore sur le même dossier. Ce dossier a été déjà clos. Et si il a été poursuivi, c'était parce qu'il y avait, je crois qu'il était passé à la télé. C'est suite à certains propos qu'il avait soutenus à la télé. C'est pourquoi qu'il a été, le PJ était saisi pour aller maintenant informer au sein de l'Assemblée nationale s'ils peuvent quand même avoir l'autorisation de poursuite pour poursuivre maintenant la personne qui avait tenu ses propos au niveau de
dans l'aluminium. Donc la différence se trouve au niveau de contenu de réquisitoire, de deux réquisitoires bien sûr. Exactement. Et merci Patient Kitenge d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes avocat au barreau du Kwilu. Merci. Nous allons continuer ce journal toujours avec la justice. Réélu le mardi 8 juillet avec 5 voix contre 4 face à la juge Audio Dieudonné Kamouleta. Reprend le bâton pour un second mandat de 3 ans à la présidence de la Cour constitutionnelle, la plus importante instance judiciaire de la RDC. En effet, la Constitution congolaise prévoit un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Rappelons par ailleurs que les premiers mandats des Kamouleta avaient débuté en juin 2022. Un autre sujet dans ce journal, le président rwandais Paul Kagame déverse sa colère sur la personne du président Félix Tshisekedi suite à la signature de l'accord de paix mettant en difficulté l'économie rwandaise qui prospère lorsqu'il y a instabilité et l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un récit de Yvan Kanda. Entre frustration, déception et crise de colère, le président rwandais Paul Kagame s'invite dans une affaire interne congolo-congolaise relevant de la souveraineté nationale en faisant de fausses révélations sur les élections de 2018 où l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fut proclamé président de la République en battant ses challengers. La sortie médiatique du président Paul Kagame contre son homologue Félix a fait clair, c'est lui déplacer avant tout les Congos au-dessus de tous les intérêts étrangers, une souveraineté retrouvée qui aurait dérangé. Manquer de les manipuler à sa guise, un tel revirement, la réponse se retrouve dans les dossiers en cours de partenariat stratégique RDC-USA sur les ressources naturelles, ce qui ne jouerait pas en faveur du Rwanda avec Paul Kagame. Face à une telle perte de contrôle sur certaines ressources minières du Kivu, le monsieur a dû tenter de relancer un projet économique régional présenté en 2019 par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont ce dernier a catégoriquement refusé de l'inclure dans l'accord de paix au motif pas de coopération économique sans garantie de paix réelle. Les contrôles rigoureux imposés par Kinshasa sur la traçabilité des minerais, cette exigence menace directement les circuits opaques qui alimenteraient depuis des décennies économie rwandaise à partir des ressources congolaises via des groupes armés. Pour la première fois en environ 3 décennies, le rapport de force semble inversé. Parlons cette fois-ci des produits minéraux de la RDC, les produits miniers en légère hausse sur le marché mondial, tels que les cuivres, or et tsekeri. Les détails de ces papiers de fond que vous propose Africa Mujinga. Les principaux produits miniers congolais affichent des tendances légèrement haussières cette semaine. C'est ce qui révèle le mercurial de produits à exporter par la République démocratique du Congo pour la période du 7 au 12 juillet 2025, publié par le ministre du Commerce extérieur. Il s'agit du cobalt, de l'or, du cuivre, de l'étain, du zinc, de l'argent et du nickel. Les cobalt se vend à 32 648 $ la tonne contre 32 645 $ la semaine précédente, soit une légère hausse. Au mois de juin 2025, le cobalt affichait régulièrement une baisse. Son exportation est suspendue jusqu'en septembre 2025 par le gouvernement. Pendant ces temps, 1 gramme d'or se vend à 108,76 $ contre 108,22 $, soit une très légère hausse. Les cuivres cependant se négocient à 10 061,10 $ contre 9 885,55 $ la semaine précédente, alors que l'étain se vend à 31 539 $ la tonne contre 31 282 $ américains. Les zinc se vend à 2 736,15 $ la tonne contre 2647,40 $ cette semaine, tandis que l'argent et le nickel se vendent respectivement à 1,18 $ le gramme contre 1,17 $ et 13 416,32 $ la tonne contre 13 274,92 $ la semaine passée. Les concentrés d'étain appelés cassitérite
se négocie quant à lui à 10 739,93 $ la tonne contre 10 379,94 $. Les tantales stables se vendent à 227 000 $ par kilo, alors que les concentrés des tantales se négocient à 123 000 $ la tonne, soit en stabilité. Seuls les germanium et les concentrés des mobium affichent des tendances baissières cette semaine. Si les germanium se négocient à 2693,25 $ la tonne cette semaine contre 3334,50 $ la semaine passée, les concentrés des mobium, lui, se vendent à 5675,65 $ la tonne contre 5754,56 $. Dans une autre information, le mouvement national des consommateurs lésés, organisation de la société civile engagée dans la défense de droits de consommateurs et la promotion de la santé publique, alerte sur la prolifération inquiétante de boissons frélatées et tant d'autres produits alcooliques qui détruisent la santé des Congolais. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Antenne, ces produits à très forte teneur en alcool sont à l'origine de graves intoxications pouvant aller jusqu'à la mort. Poursuivons ce journal pour parler de la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, affectueusement, allais-je dire, appelée la reine gestionnaire financière du Lualaba. Eh bien, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est gestionnaire financière de profession et de carrière. Elle fut plusieurs fois chef d'entreprise. Je vous laisse découvrir plus en ce qui la concerne dans ces portraits qui vous est proposé par Mondi Kouyala. Née le 10 mars 1967, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est originaire du secteur de Tsisangama, dans les territoires de Dilolo. Après avoir décroché son diplôme en licence en gestion financière dans la faculté de sciences économiques appliquées, celle qui est affectueusement appelée la reine du Lualaba commencera une carrière professionnelle très diversifiée comme chef d'entreprise, experte comptable, experte en mines, représentante de la HH Metal Corporation USA en RDC, administrative des établissements Yasheken et BM Corporation à Lubumbashi, mais aussi présidente de l'ONG Marie Secours de Pauvres. Sur le plan politique, elle a été désignée présidente fédérale du MLC Katanga avant d'être élue députée nationale en 2006. 4 ans plus tard, soit en 2010, elle prit ses distances avec le MLC de Jean-Pierre Bemba et créa cette même année son propre parti politique, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en acronyme. Une année après, en 2011, elle est réélue députée nationale FIDEC. En 2015, par ordonnance présidentielle, Fifi Masuka Saini sera nommée commissaire spéciale adjointe de la province du Lualaba en charge de l'ECOFIN. Depuis, elle est la seule femme gouverneure en RDC à la tête de cette province minière stratégique riche en fer et cobalt. C'est lors de la 12e conférence de gouverneurs qu'elle a accueillie dans la ville de Kolwezi qui lui a donné l'occasion d'exhiber sa réussite adoubée personnellement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a été invité à inaugurer quelques infrastructures parmi celles réalisées par elle, notamment les bâtiments abritant la CENI, la clinique moderne, l'aéroport international de Kolwezi, le village du Congrès, les bâtiments de l'hôtel du gouvernorat, les bâtiments de la Direction générale des impôts, les bâtiments de l'ISP Kolwezi, les hommes des étudiants, les écoles, orphelinats, Maman Denise Nyakero, l'échangère, les centres de formation professionnelle et de santé. Face à l'évidence de ces réalisations, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne pouvait que saluer cet distingué gouverneur qui a su traduire sa vision en actes concrets, en infrastructures palpables et en redressement exemplaire. C'est lors de la cérémonie de la clôture de cette 12e conférence de gouverneurs que le chef de l'État congolais a, dans un élan empreint d'émotion et de reconnaissance, posé un geste d'une portée symbolique rare. Il a levé haut la main de celle que l'on surnomme désormais la femme de fer qui fume,
gouverneur émérite. Fifi Masuka Saini a ainsi redonné à la gouvernance locale ses lettres de noblesse balayant les ombres du passé, marquées par la négligence, la corruption et l'improvisation. Son œuvre devient aujourd'hui un repère, une exigence, un devoir pour tous les gouverneurs actuels et futurs. Elle a imposé le respect, corrigé le chèque où les sons de la population criaient dans le silence et apporté la lumière là où l'ombre ternissait la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Des actions reflétant sa vision à long terme pour assurer un avenir meilleur dans cette capitale mondiale du cobalt qu'est le Lualaba. Dans un autre chapitre, il faut savoir que le mouvement d'inspiration a organisé lundi 7 juillet 2025 la 3e édition du camp d'inspiration. C'était un moment d'échange ou encore de partage d'expériences entre le jeune et les aînés. La rencontre a eu lieu au Musée national où était présente d'ailleurs Naomi Nyungé. Plusieurs femmes de différents domaines et horizons ont participé à cette activité qui est à sa 3e édition. Les contes d'inspiration a connu la participation de Julie Suélé, Gisèle Chikabou et autres. De femmes qui ont marqué la résistance à travers leur savoir-faire. Mais à part ça, qu'est-ce que le ministère fait? C'est quoi le ministère de la Défense? Les contes d'inspiration est un espace où l'on partage des expériences entre les aînés et les jeunes, une opportunité pour les cadets de s'inspirer du savoir-faire des anciens. La 3e édition des contes d'inspiration a été organisée par le mouvement d'inspiration que dirige Madame Bijou. Tina Salama, porte-parole du président, a parrainé cette activité. Ça sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 10 h juste pour le flash d'information. Au revoir.